L'analyse de variance, je vous ai dit qu'elle fait, au fond, d'un certain point de vue, formale son nom, qui sert à comparer les moyennes, mais d'un autre côté, elle porte très bien son nom, puisqu'on va essayer de comparer les moyennes en spéculant la variance. Donc c'est vraiment de l'analyse de variance, mais ça sert à comparer les moyennes. De ce point de vue-là, on peut considérer que c'est une espèce de généralisation du test T de Student. Vous savez que le test T de Student, ça vous permet de comparer deux groupes qui sont représentatifs de population, de manière telle que d'éventuelles différences de moyenne que vous avez constatées au niveau des échantillons, vous puissiez en inferer qu'ils sont représentatifs ou pas de différences de moyenne qui existent au niveau des populations. Donc, c'est bien là qu'on est. Et ce que j'ai fait la fois passée, c'est commencer à vous expliquer la manière dont on peut spéculer sur la variance pour arriver à dire des choses à propos des différences de moyenne. En fait, j'étais parti de quelque chose qui est très conceptuel, en essayant de faire le moins de mathématiques possible. Je vais continuer sur cette lancée-là, et puis à un moment, je basculerai sur quelque chose de plus numérique, simplement de manière à concrétiser. Donc, je reprends rapidement Mélanie à la dia 33. Donc, c'est la l'analyse de variance. Je ne sais pas si ce que je vois, c'est en écran, Mélanie. C'est pas ça. En tout cas, on est à la 33. Ok, c'est parfait. Donc, tant qu'à faire, on va passer à la 34. Et je vois effectivement que tu passes à la 34, donc ça va, on est bien synchro. Donc, vous vous rappelez que j'avais commencé en vous disant on va mesurer la taille de quelques animaux, puis je vous avais dit voilà, on mesure des souris qui a 35. À la dia 36, on a la distribution des souris. On voit que cette distribution est unimodale, qui a une tendance centrale qui se dégage, pas de problème. À la dia 37, on va dire bonjour aux éléphants. On a aussi des statistiques descriptives, on a une moyenne, on a une variance, on a tout ce qu'il faut. La moyenne est de 350, je passe à la dia suivante, 38, et puis à la dia d'après, 39, où on voit en vérité que ce qui se passe, c'est qu'il y a en fait deux tendances centrales. Il y a une tendance centrale pour des tailles relativement petites autour de 300, et une tendance centrale pour des tailles relativement grandes autour de 400. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la moyenne qu'on avait prise en considération, c'est un peu une horreur, parce que cette moyenne-là, aucun individu n'a cette taille que représente la moyenne. Donc, dans le cas d'espèce, la moyenne du groupe en question est vraiment un très mauvais indicateur de la tendance centrale. Et ça, pourquoi? Parce qu'il y a deux sous-groupes à l'intérieur du groupe total. Et donc, regardez la dia 39. Ça permet déjà d'appréhender ce que va être le principe de l'analyse de variance, à savoir spéculer sur la variabilité pour pouvoir tirer des conclusions à propos de l'existence de sous-groupes. En gros, l'idée, c'est que quand il y a une grande variabilité comme celle-là ici, c'est probablement qu'il y a des sous-groupes. C'est en ça que l'analyse de la variance va permettre de spéculer sur les moyennes. À la dia 40, bon, ben là, il y a les deux populations d'éléphants. 41 et 42, on redit la même chose. La dia 42 est intéressante parce qu'elle montre bien que à gauche, vous avez la situation en deux sous-groupes hétérogènes. À droite, vous avez la situation en deux sous-groupes homogènes. À gauche, on montre qu'on a une grande variance. À droite, on montre qu'on a une petite variance. La réalité est plus forte à gauche qu'à droite. Puisque la tendance centrale à gauche varie d'un sous-groupe à l'autre et que la tendance centrale à droite ne varie pas d'un sous-groupe à l'autre, on va trouver à gauche de la haute variabilité et à droite de la faible variabilité. Alors, à partir de la dia 43, j'ai changé un petit peu de paysage et je vous ai dit, bon ben voilà, on va prendre un cas concret de distribution de valeurs
sauf que, pour ne pas perturber, je ne prends pas les valeurs. Je ne prends pas les choses numériques, je ne fais pas de mathématiques, je fais que des petits dessins. Et vous voyez à la dia 43 que j'ai donc un ensemble de valeurs d'une variable, peu importe laquelle. Cette variable est représentée par un axe, et les valeurs de la variable prises en considération, les données, si vous voulez, sont représentées par des petits traits verticaux qui apparaissent sur cet axe. Et je vous l'ai dit aussi, on sait que ces données sont extraites de trois groupes. Et dans la dia 43 là, ce que vous voyez, c'est trois ellipses vertes, avec à l'intérieur à chaque fois des données qui sont relatives au groupe 1, au groupe 2, au groupe 3. Vous avez vu aussi que si j'ai posé ces données fictives comme ça, c'est avec une intention claire de ma part, c'est qu'elles présentent entre elles des différences de tendance centrale. Effectivement, les données du groupe 1 sont plus petites que les données du groupe 2, qui sont elles-mêmes plus petites que les données du groupe 3. Donc ça, je l'ai voulu, j'ai créé l'exemple comme ça. L'idée, c'est que, à partir de cet exemple, on va faire un certain nombre de spéculations qui vont nous conduire à réfléchir comme les personnes qui ont inventé la notion d'analyse de variance. Et donc, ceci va nous conduire à prendre sur ces données plusieurs points de vue. Le premier point de vue, le point de vue vert, c'est celui qui tient compte de l'existence des trois groupes. Je vais m'exprimer désormais en disant de l'existence des sous-groupes, parce que je considère qu'il y a deux points de vue, le point de vue des sous-groupes qui est celui-là, et puis un autre point de vue qui est le point de vue du groupe total, le groupe que forment les données toutes ensemble. Ce point de vue du groupe total, il fait son apparition à la dia 44 et plus particulièrement à la dia 45, puisque à la dia 45, vous voyez vraiment concrètement ce groupe total, il n'y a plus les trois ellipses vertes, il y a une grande ellipse rouge. Donc ça, c'est le point de vue groupe total. Si je vais un petit peu plus loin dans la dia 46, je vois les deux points de vue à la fois. Le point de vue, je vais peut-être appeler à certains moments le point de vue rouge, c'est le point de vue du groupe total, et le point de vue, je vais appeler peut-être à certains moments le point de vue vert, le point de vue des sous-groupes. À la dia 47, on pose une question. Cette question, c'est quelle est la tendance centrale? Et je vous ai dit, ça va commencer à devenir intéressant ici, parce que cette question, quelle est la tendance centrale, on va bien sûr y répondre, mais on va y répondre de manière différente en fonction du fait qu'on adopte un point de vue ou l'autre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la même question va avoir des réponses différentes qui sont liées au point de vue que l'on prend. À la dia numéro 48, vous voyez le premier point de vue. On a les trois ellipses. J'appuie sur le bouton, je vois apparaître trois lignes verticales. Ces trois lignes verticales représentent chacune une moyenne. Donc ces trois lignes verticales sont une manière de répondre à la question quelle est la moyenne. Le point de vue que j'ai pris est le point de vue des sous-groupes. Et donc à la question quelle est la moyenne, je fournis trois réponses. Une par sous-groupe. Chaque sous-groupe a sa moyenne. À la dia numéro 50, j'ai l'autre point de vue, le point de vue du groupe total. Si je réponds à la question quelle est la moyenne, je vais y répondre par une seule réponse. La réponse moyenne du groupe total. Et là, je suis à la dia 51, et on voit la moyenne du groupe total apparaître sous forme d'une ligne verticale. Je réappuie sur le bouton. J'ai une autre question. Dia 52, quelle est la variabilité? Qu'est-ce que l'on peut dire de la dispersion? Eh bien, tout comme pour répondre à la question quelle est la moyenne, quelle est la tendance centrale, j'ai pris tantôt un point de vue, tantôt l'autre. Je vais maintenant aussi, pour répondre à la question de la variabilité, prendre tantôt un point de vue, tantôt l'autre. À la dia numéro 53, je me rappelle la formule de la variance. Car la variance est un instrument qui va me permettre d'apprécier la variabilité. Donc, je sais que ma réponse à la question qu'en est-il de la variabilité va passer par l'indice variance. Tout comme tout à l'heure, ma réponse à la question quelle est la tendance centrale est passée par l'indice moyenne. C'est donc la variance qui va me servir d'outil. La variance, on pose à la dia 53 que c'est la somme des carrés des écarts à la moyenne rapportée à l'effectif. Très nouveau, vous savez ça depuis très longtemps. Mais, comme souvent quand on est dans une formule, on a là des lettres, et on se pose la question, tiens, c'est quoi qu'on met à la place des lettres? Et ici, ça a toute son importance.
Parce qu'en fait, à la place des lettres qui sont dans la formule, en fonction du point de vue que je vais adopter, je vais mettre une chose ou une autre. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est que, en fonction de la lecture que je fais de la formule, je vais tantôt avoir un regard, tantôt avoir un autre regard sur la variabilité. Bien numéro 54, je prends un premier point de vue qui est le point de vue du groupe total. Qu'est-ce que je dois faire pour appliquer la formule de la variance? Je dois avoir la moyenne. La moyenne, vous vous souvenez, j'étais dans cette salle-ci quand j'ai dit regardez, là c'est un fil, un câble que je tends comme ça, et ça va me servir à accrocher des écarts. Donc si je prends le point de vue du groupe total, les écarts que je dois calculer pour faire une variance, je vais les accrocher à quoi? Je vais les accrocher à la moyenne qui vient d'où? La moyenne qui vient du regard groupe total. J'appuie sur le bouton, et à la ligne numéro 55, on voit apparaître ça, puisque on pose que n est la moyenne, ça va être ici la moyenne du groupe total, c'est mon premier point de vue. Je pousse plus à temps, je suis à la ligne 56, et donc là je vois apparaître à nouveau cette moyenne du groupe total, et puis tout à fait à l'extrême gauche est apparue une ligne en pointillé qui indique une des données du groupe. Bon, il se fait que c'est la plus petite, ok. Et donc, à quoi ça va ressembler à un écart constructif de variance dans ce cas-là? En fait, ça va être la distance entre cette donnée-là et la moyenne du groupe total. Et puis, je réappuie sur le bouton, je vois une autre donnée, c'est la troisième à droite de la moyenne. Cette donnée-là, ça va être quoi l'écart qui la caractérise? Je réappuie sur le bouton, je vois l'écart apparaître. C'est l'écart entre cette donnée-là et la moyenne du groupe total. Je réappuie sur le bouton et je reprends maintenant le point de vue des sous-groupes. Je me rappelle l'existence de trois moyennes. Et donc, comment vais-je faire la lecture de ma formule de l'analyse de variance? À la diapo 61, on répond à cette question en disant, ben ici, ce qu'on va mettre à la place de la lettre M qui veut dire moyenne, c'est pas la moyenne du groupe total, ça c'était le premier point de vue, c'est la moyenne qui correspond au point de vue vert, au point de vue sous-groupe, et donc en fait ce serait une moyenne de sous-groupe. Quelle moyenne de sous-groupe? Ben, la moyenne de sous-groupe du sous-groupe auquel la donnée appartient. Donc ça c'est le deuxième point de vue, et donc c'est pour ça qu'à la dia 61, vous voyez que N c'est chaque moyenne de groupe. Je passe à la dia suivante. À nouveau, à la dia 62, on voit apparaître les trois groupes. Vous voyez qu'à l'extrême gauche, en dessous, là, est apparu un pointillé qui pointe la donnée de l'extrême gauche, celle qu'on avait déjà vue une fois tout à l'heure. Ça va être quoi l'écart qui la caractérise? Je réappuie sur le bouton, je vois un pointillé qui descend en moyenne, je réappuie sur le bouton, je vois l'écart se matérialiser. L'écart, ce sera l'écart entre cette donnée-là et la moyenne qui la concerne, dans ce regard-ci, à savoir la moyenne du groupe auquel elle appartient. Je réappuie sur le bouton, je vois une autre donnée dans ce groupe, je réappuie à nouveau, je vois l'écart par rapport à sa moyenne. Je réappuie sur le bouton et il ne se passe rien. Ainsi, je vois apparaître une donnée du groupe numéro 2, je vois apparaître la moyenne du groupe numéro 2 et l'écart qui les caractérise. Je réappuie sur le bouton, je vois apparaître une donnée du groupe numéro 3, la moyenne du groupe numéro 3 et l'écart qui les caractérise. Et donc, dans ce point de vue, chaque donnée verra calculer son écart à la moyenne par rapport à la moyenne qui est celle du groupe auquel la donnée appartient. Bien. On en était arrivé à peu près là. Je suis dans la dia 74. Et la conclusion c'était, nous sommes ici au nœud de l'analyse de variance, car, de l'idée de l'analyse de variance, car ce que l'on voit, c'est qu'en fonction du point de vue que l'on adopte, la variabilité s'apprécie de manière différente, et ce qui fait qu'on l'apprécie de manière différente, c'est la façon dont on calcule les écarts. Cette notion d'écart est donc tout à fait capitale. Et on a bien vu que lorsqu'on prenait le point de vue rouge, les écarts étaient parfois très grands, parfois petits. Lorsqu'on prend le point de vue vert, les écarts sont toujours assez petits. Et oui, évidemment, parce que les données sont toutes à proximité de leur moyenne, et donc, même si les données sont loin les unes des autres, c'est pas grave parce qu'elles sont toujours à proximité de leur moyenne. Donc les écarts sont toujours assez petits. Par contre, dans le point de vue rouge, les données qui sont loin ont un grand écart, les données qui sont près ont un petit écart. Donc fatalement, avec l'exemple que j'ai pris,
Les écarts vont être tendanciellement grands dans le point de vue rouge et tendanciellement petits dans le point de vue vert. Donc, puisque c'est les écarts qui sont constitutifs de la variance, si je calcule la variance dans le cadre du point de vue rouge, je vais avoir des écarts grands, donc une variance grande. Si je calcule les écarts du point de vue vert, je vais avoir des écarts petits et donc une variance petite. Donc, dans cette situation particulière de l'exemple que j'ai pris exprès pour qu'il y ait des différences de moyenne intergroupes, on voit que l'estimation de variance est grosse quand on prend le point de vue du groupe total et petite quand on prend le point de vue des sous-groupes. Ceci, c'est le nœud de la réflexion analyse de variance, puisqu'on est ici dans un cas où il y a des différences de moyenne, et qu'on voit que quand il y a des différences de moyenne, les estimations de variance sont pas les mêmes. Les estimations de variance sont différentes les unes des autres. J'appuie sur le bouton et à la dia 75, je vois écrit stop 5 décembre 2013, mais ça, à mon avis, Mélanie, il ne le voit pas. Et donc, je pense qu'on va avoir un décalage parce que j'ai rajouté une dia pour dire que c'est arrêté. Donc, je crois qu'il va falloir que tu passes plus un à chaque fois. Donc, je passe à ma dia 76. Ma dia 76, c'est ma dia 75. C'est une dia où on voit les deux points de vue à la fois, avec la variabilité du point de vue du groupe total et les variabilités du point de vue des groupes. C'est bien ça que tu as? Oui. Ok. Donc, cette dia-là. Donc, Mélanie, je vais continuer à dire mes numéros à moi si tu veux bien faire plus un à chaque fois, sinon j'ai peur de me prendre les pieds dans le bassin. Donc, dans cette dia-là, ma dia numéro 76, on voit, au fond, si on regarde vers le haut de la dia, on voit l'écart entre la donnée de l'extrême gauche et la moyenne, si on considère la moyenne du point de vue du groupe total. Et quand on regarde en bas, on voit l'écart entre cette même donnée et la moyenne, si on prend comme point de référence la moyenne de ce groupe. Et donc, ce que vous voyez bien apparaître, c'est que l'écart, il est grand en haut et il est petit en dessous. Donc, si je fais la somme des carrés des écarts, ça va me donner un truc grand au-dessus, un truc petit en dessous. Je passe à ma dia numéro 77, qui dit qu'arrive-t-il aux estimations de variance. Enfin, vous le savez déjà, parce que je viens de vous le dire. À la dia suivante, qui est la dia numéro 78, on va commencer à faire souffler un vent sur les données. Et je vais commencer par faire souffler un vent tourbillonnant qui va avoir pour effet que sur l'axe, je vais faire se rapprocher les sous-groupes. Attention les yeux, c'est le moment que ça se passe. J'appuie sur le bouton. Et vous voyez qu'il y a deux grandes flèches blanches là-haut qui montrent l'effet de mon vent tourbillonnant. Et ce vent tourbillonnant, il a fait que les groupes se sont rapprochés les uns des autres. Donc, j'ai modifié les conditions de mon exemple initial et je vais regarder ce qui arrive à mes estimations de variance si je modifie les conditions initiales. Qu'est-ce que je vais faire en modifiant ces conditions? Je vais faire en sorte que les différences de moyenne soient moins fortes. À la dia numéro 80, je suis revenu à la situation d'origine. Et à la dia numéro 81, je fais souffler à un autre vent, un vent qui écarte les groupes les uns des autres. Et donc, si vous voulez, désormais, j'ai ma situation de départ, qui est intermédiaire. J'ai la situation que j'ai créée en faisant souffler le vent qui rapproche les groupes. Et j'ai la situation que j'ai créée en faisant souffler le vent qui écarte les groupes. Donc, j'ai, au fond, trois exemples obtenus par une modification de l'exemple initial vers la convergence et une modification de l'exemple initial vers la divergence. Donc, ce qu'on va se poser comme question, c'est, lorsqu'on fait ces modifications, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive aux estimations de variance? Alors, j'appuie sur le bouton Mélanie, je vois les flèches disparaître, les flèches blanches disparaître, je réappuie une fois, et alors il y a
l'écart là qui était tout au-dessus entre une donnée et sa moyenne qui est en train de filer vers la droite du graphe. Je réappuie sur le bouton et je vais voir un autre écart là qui file aussi vers la droite. Je continue à réappuyer sur le bouton et il y a quelque chose qui apparaît, c'est que l'écart entre la donnée et sa moyenne du groupe, elle ne varie pas si je fais se rapprocher ou s'écarter des groupes. Donc, les vents que je fais souffler, ils n'ont absolument aucune action sur l'écart entre donnée et moyenne du groupe de la donnée. Le vent que j'ai fait souffler là, il n'a aucun effet sur les écarts à l'intérieur des groupes. Il n'a aucun effet sur les écarts intra-groupes. Les différences de moyenne de groupes que j'ai créées en faisant bouger les groupes, ces différences de moyenne de groupes que j'ai fait varier, n'ont aucun effet à l'intérieur des groupes. Donc, quand je vais calculer ma variance en prenant pour point de référence les moyennes de sous-groupe, j'ai beau faire souffler ces vents dans un sens ou dans l'autre, ça va changer absolument rien du tout aux estimations de variance. Par contre, si je fais se rapprocher et s'éloigner les groupes, en fait, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, la donnée qui est là à l'extrême gauche, si les groupes se rapprochent, elle va se rapprocher de la moyenne du groupe total. Si les groupes s'écartent, elle va s'éloigner de la moyenne du groupe total. Et donc, les écarts, si je prends le point de vue variance au niveau du groupe total, les écarts, ils vont varier. Donc, les vents que je fais souffler n'affectent pas les écarts intra-groupes. Par contre, les vents que je fais souffler affectent les écarts au niveau de mon regard groupe total. J'appuie sur le bouton, je suis à la via 85, et j'ai donc à la via 85 un écart qui est l'écart entre la donnée d'extrême gauche et la moyenne du groupe total. En fait, on voit qu'il est composé de deux morceaux. Un morceau qui est à l'extrême gauche, qui ne varie pas, il représente en fait l'écart entre la donnée et la moyenne de son sous-groupe. Il y a un écart qui est représenté là en l'air à droite, qui lui varie comme un accordéon si je fais varier les différences entre les groupes. Donc, j'ai un écart qui ne varie pas, il est représenté en bas, et j'ai un écart qui varie, il est représenté en haut. La suggestion qui est apparue, c'est comparons-les. Comparons ce qui vient de ces écarts. Et puis au fond, après, on dit, ben non, ne les comparons pas, comparons-les est en fait barré, et je réappuie une fois sur le bouton, et ce que je vois en fait, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, il est là en l'air, là où montre la flèche. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, si je compare l'écart invariant à l'écart variable, à l'intérieur de l'écart variable se trouve l'écart invariant. Donc le petit segment qui est surligné en rouge, en fait, c'est le morceau d'écart qui correspond à la distance qu'il y a entre la donnée et sa moyenne de sous-groupe. Et donc, si je prends tout l'écart qui est là en l'air, ça ne va pas, parce qu'il y a une partie qui comprend l'écart intragroupe. Donc, si je compare ce qui est de l'ordre des écarts du bas avec ce qui est de l'ordre des écarts du haut, je ne compare pas deux choses qui sont indépendantes l'une de l'autre. Ça ne va pas, ça. Ça ne va pas de comparer deux choses qui ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être comparer effectivement des écarts, d'une part des écarts invariants et d'autre part des écarts variables, mais attention, les écarts variables, il ne faut pas les faire comme je les ai faits, parce que ces écarts variables ne sont pas indépendants des écarts invariables. Comment est-ce que je peux le faire? Mais c'est tout simple. Si vous regardez l'écart du haut, il est composé de deux choses. D'une part, ce que j'ai surligné en rouge, qui est l'écart entre la donnée et sa moyenne de groupe. Et puis d'autre part, ce qui est resté en noir. Et c'est quoi ce qui est resté en noir?
Ben, ça part de là où l'écart rouge s'est arrêté. Où est-ce qu'il s'est arrêté l'écart rouge? Il s'est arrêté à la moyenne du sous-groupe. Et donc, la partie strictement variable de l'écart du haut, c'est quelque chose qui va depuis la moyenne de sous-groupe jusqu'à la moyenne du groupe total. Alors, au fond, je peux répondre à la question comment est-ce que je calcule les écarts en changeant la manière dont je lis la formule de la variance. Jusqu'à présent, la formule de la variance, je l'avais lue en disant, bon, c'est somme des x moins n au carré, le tout référé à l'effectif, et je vous ai dit, bah, selon que m, je dis que c'est les moyennes de sous-groupe, ou que n, je dis que c'est la moyenne du groupe total, selon que je prends ça ou ça, je vais prendre un point de vue différent sur les choses. Et remarquez bien que quand je vous ai dit ça, il n'y a qu'un terme de la formule que j'ai fait changer, c'est n moyenne. Mais il y a plus que ça dans la formule. Il y a n. Oui, n c'est l'effectif, on ne peut pas le changer. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre sur quoi je pourrais jouer? Ben, il y a x évidemment. Et ça, j'ai pas encore pensé à jouer avec x. Bien, c'est ce que je vais faire. En fait, puisque la partie variable de l'écart de là tout en haut comprend la partie invariante, je vais enlever cette partie invariante. Enlever cette partie invariante, ça veut dire que je vais partir de la moyenne du groupe pour aller jusqu'à la moyenne du groupe total. Et donc, au lieu de prendre dans le sous-groupe chacune de ces données et de calculer l'écart par rapport à la moyenne du groupe total, je vais faire comme si chaque donnée du sous-groupe était égale à sa moyenne. Et donc, je vais prendre l'écart entre la moyenne du sous-groupe et la moyenne du groupe total, autant de fois qu'il y a de données dans le sous-groupe. En faisant ça, en fait, qu'est-ce que je fais? Dans la formule de l'analyse de la variance, le n, je déclare que c'est la moyenne du groupe total, mais attention, dans le x moins n qui se met au carré, le x, je décide que c'est la moyenne du groupe sous-groupe considéré. Et évidemment, il y a un certain nombre de données dans ce sous-groupe que je dois faire autant de fois qu'il y a de données dans ce sous-groupe. Et donc, je vais me calculer une estimation de variance où les écarts vont être calculés entre moyenne de sous-groupe et moyenne du groupe total. Par ailleurs, j'aurai toujours l'estimation de variance entre valeur dans un sous-groupe et moyenne dans le sous-groupe. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que l'écart global entre une donnée et la moyenne du groupe total va être décomposé en deux morceaux indépendants l'un de l'autre. Le morceau donné jusqu'à la moyenne de son sous-groupe, et puis le morceau moyenne du sous-groupe jusqu'à la moyenne du groupe total. Ça, c'est un principe de base de l'analyse de variance. On prend l'écart et on le décompose. Mais on le décompose en quantités additives. Puisque ce sont des quantités additives, ce sont des quantités indépendantes. Et donc, je vais gérer une estimation de la variance intragroupe en n'utilisant que les écarts de données de groupe à la moyenne de groupe, et des écarts intergroupes en utilisant que les moyennes de sous-groupe et la moyenne du groupe total. Et en faisant ça, je décompose mes écarts, et le principe de base de l'analyse de variance est appelé le principe de décomposition de la somme des carrés des écarts. Jusqu'à présent, c'est très simple, puisque j'ai deux points de vue que je peux utiliser, le rouge et le vert. Mais vous allez voir l'année prochaine qu'on peut faire beaucoup plus compliqué. Une somme de carrés d'écart ici, je propose de la décomposer en deux morceaux, mais dans des modèles plus complexes d'analyse de variance, on va pouvoir décomposer les écarts en plein de morceaux différents. N'anticipons pas, mais je tiens quand même à souligner que c'est ici qu'on va pouvoir se brancher pour sortir du modèle que je vous explique, qui est le modèle de base de l'analyse de variance, qu'on appelle le modèle d'analyse de variance simple. C'est ici que conceptuellement on va pouvoir se brancher
pour créer d'autres modèles qui seront des modèles plus élaborés de l'analyse de variance. Tout tient dans la manière dont on gère la décomposition de la somme des carrés des écarts, donc dans ce que je vous ai dit jusqu'ici, la décomposition des écarts. Ici, simplement deux parties. Je réappuie sur le bouton, encore un certain nombre de fois, et vous voyez apparaître ce que je vous ai dit. Je suis à la biais numéro 86, il y a une double flèche verte qui montre la variabilité du point de vue des groupes. Ça redit que l'écart global, là tout en l'air, est évité car il cumule la variabilité intra et intergroupe. J'ai appuyé sur le bouton, on va arriver à un deuxième morceau d'écart qui est représenté en jaune. Et là, on voit bien qu'en fait, l'écart en noir qui est tout en haut va être décomposé en deux écarts, l'écart vert et l'écart jaune. Le vert représente la variabilité vue du point de vue des sous-groupes, et le jaune va rendre compte de la variabilité entre les groupes, la variabilité intergroupe, mais avec cet avantage qu'elle n'est pas influencée par l'écart intragroupe. À la biais 87, on voit apparaître à nouveau les groupes, leur moyenne, la moyenne du groupe total. Et donc, à la biais 90, on arrive à cette interprétation que je vous ai décrite de la formule de la variance, en disant en fait que le n, ça va être la moyenne du groupe total, comme la dernière fois qu'on en avait parlé. Mais cette fois-ci, on va faire une interprétation de x. Le x, ce ne sera plus la donnée individuelle, mais ce sera chaque moyenne de groupe. Je suis à la dia 91, j'ai les trois groupes. Je vois apparaître, je viens d'appuyer sur le bouton, un écart entre moyenne du groupe 1 et moyenne du groupe total. Je réappuie un écart entre moyenne du groupe 2 et moyenne du groupe total. Je réappuie l'écart entre le groupe 3 et la moyenne du groupe total. C'est donc avec ces trois écarts-là que je vais fonctionner pour gérer le point de vue du groupe total dans le calcul de la variance. Mais attention, il y a ici que trois écarts, ça n'est pas tolérable parce qu'il y a beaucoup plus que trois données. Et donc chacun de ces écarts, je vais devoir lui donner le poids du groupe. S'il y a trois données dans le groupe 1, cet écart, je lui donnerai un poids 3. S'il y a 28 données dans le groupe 3, cet écart, je lui donnerai un poids 28. Donc c'est vraiment comme si, au lieu de prendre chacune des données de chacun des groupes pour calculer son écart à la moyenne du groupe total, à chaque fois je faisais comme si la donnée a la valeur qui est exactement la moyenne du son. Je réappuie sur le bouton, ça commence à devenir répétitif, mais comme ça je tape plusieurs fois sur le même clou. À la ligne numéro 97, il y a le petit écart intragroupe dont on dit qu'il ne varie pas si les tendances centrales des sous-groupes varient. Au-dessus, il y a l'écart qui varie si les tendances centrales des sous-groupes varient. Je réappuie sur le bouton. Ces deux écarts, je vois qu'ils sont indépendants, puisque si je prends celui du bas et celui du haut, je les additionne, je les somme, ça me redonne l'écart total. Donc, je suis bien dans un modèle additif, et puisque c'est additif, c'est deux estimations indépendantes. Je réappuie sur le bouton, on voit l'écart du bas qui monte vers le haut. Je réappuie sur le bouton, on voit l'écart du haut qui descend vers le bas. Et voilà, on a donc la figuration graphique du fait que c'est bien un modèle additif. Si on les additionne, ces deux écarts-là, ça donne l'écart global. Je réappuie à nouveau, et apparaît et additif. Je réappuie à nouveau. Et à la diagonale 99, je retrouve la formule de la variance. J'ai réappuyé et ce qui était au numérateur de la formule, maintenant est écrit avec des lettres et des mots, et il est écrit somme de carrés d'écart. Je réappuie sur le bouton deux fois, et je vois apparaître au dénominateur nombre de degrés de liberté. Et ceci me donne une autre manière d'exprimer la notion de variance. Je peux poser qu'une variance, c'est le rapport entre une somme de carrés d'écart et un nombre de degrés de liberté. Jusqu'à présent, j'avais parlé d'effectif, c'était plus simple. Maintenant, je parle de nombre de degrés de liberté. Somme de carrés d'écart, nombre de degrés de liberté, c'est deux termes importants que je vais utiliser pour calculer mes estimations de variance. J'appuie sur le bouton
le mot estimation apparaît, c'est donc bien d'estimation de variance dont il est question. Et je sais bien qu'en posant qu'une estimation de variance, c'est une somme de carré d'écart rapportée à un nombre de degrés de liberté, je sais bien en posant ça que ce n'est pas vraiment des variances que je vais calculer. Pour calculer la vraie variance, il faut faire vraiment la somme des carrés des écarts des données à leur moyenne et rapporter à l'effectif. Donc je suis dans une philosophie de la variance. Je suis dans un regard variable sur la variance. C'est pour ça qu'on va parler non plus de variance, mais d'estimation de variance. Et l'analyse de variance, ça va être une comparaison des estimations de variance. J'appuie sur le bouton. Et il y a un autre gros mot qui apparaît. On ne parle plus d'estimation de variance. Il y a quelque chose de nouveau qui est apparu. On parle de carré moyen. Bon, c'est un autre vocabulaire. Il faut le retenir. C'est comme ça. Moi, je me prénomme Bernard. J'aurais pu m'appeler Raoul. Mais mes parents ont choisi Bernard. Ben, ce truc-là, ça s'appelle carré moyen. On retient. C'est une expression très douteuse et qui n'est pas du tout satisfaisante sur le plan intellectuel, mais tout le monde appelle ça comme ça. Il va donc falloir qu'on appelle ça comme ça aussi. Donc, le rapport entre une somme de carrés d'écart et un nombre de degrés de liberté, ça s'appelle un carré moyen. Je vais appuyer sur le bouton. Et à la ligne numéro 100, on voit apparaître quelque chose qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent. On voit apparaître la lettre majuscule F. Alors là, ça demande que vous fassiez un petit peu appel à vos mémoires. Vous avez vu le test et le student. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand on fait un test de student? C'est les bruits qui viennent de Charleroi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous m'entendez toujours, là? Bien. J'essaie de faire quelques modifications. Vous m'entendez toujours? Oui, ok. Vous m'entendez toujours? Bon. Moi, je vous entends un peu moins fort, donc ça va bien. Donc, appel à vos souvenirs. Vous avez appris le T de student. Comment on s'y prend pour faire un T de student? On calcule une moyenne, on calcule une autre moyenne, on calcule une note T abominable. Il y a pas autre chose qu'il faut faire. Ah oui, on va utiliser le F de Snedeker, donc c'est un hasard si à la lettre F qui est apparue. À quoi ça sert le F de Snedeker? Donc à quoi ça sert le F de Snedeker? Ouais. Voir si les variances des populations dont sont extraits les échantillons sont différentes les unes des autres. Oui, parce que, en fait, la formule du T de student que vous allez utiliser, elle va varier en fonction du fait que vos variances de population sont égales ou pas égales. Et donc, pour faire ça, vous devez utiliser l'outil à comparer les variances. L'outil à comparer les variances, c'est notre test F de Snedeker. Donc, vous savez que si la différence n'est pas significative au niveau des variances, vous allez utiliser une certaine formule du T. Si la différence est significative au niveau des variances, vous allez utiliser une autre formule du T. Et si le rapport entre les variances est supérieur à 4, qu'est-ce que vous allez faire? Ah ben oui, il va falloir passer au café parce que le T n'est pas disponible. Ok, ça va, vous avez bien compris, c'est bien. Donc, de ceci, je retiens quoi? Je retiens que l'outil à comparer les variances est un autre test, le test F de Snedeker.
Et le test F de C de corps, vous voyez, vous l'avez utilisé là juste comme élément parasitant d'une route vers laquelle les students qui sans ça auraient été tout à fait tranquilles. Mais maintenant, attention, le test F de C de corps, ça va être vraiment le levier qu'il nous manque pour lever la planète. C'est ça qui va nous aider vraiment à faire le boulot. Ben oui, logique. On est en train de se casser la manette depuis une semaine à essayer d'estimer les variances avec des points de vue différents. Donc, avant que je n'ai commencé à vous adonner à cette perversion statistique, quand on vous disait variance, vous disiez, ok, je sais calculer la variance, hein, c'est pas compliqué, si on déclarait les écarts des données à la moyenne, divisé par n, sur ma machine à calculer, c'est ce bouton-là, couvre. Et puis, il y a un être bizarre qui vient devant vous, tantôt à la télévision, tantôt en face à face, et qui vous dit, attention les copains, on peut calculer les variances de plusieurs manières différentes. Et voilà qui va que maintenant, au terme de tout ce que je vous ai raconté, des variances, on en a deux. Une intragroupe, une intergroupe, et la vérité commande de dire qu'en fait, il y en a une troisième. Hein. La troisième, c'est celle que vous auriez calculée si je n'avais pas été là. C'est-à-dire celle qui est la belle variance, la simple variance, la vraie variance. Et moi, ce que je vous ai appris, c'est à ne pas prendre celle-là, c'est à prendre une estimation intragroupe, une estimation intergroupe, et surtout que cette estimation intergroupe soit indépendante de l'autre. Donc, vous êtes maintenant à la tête de trois manières de calculer la variance. La vraie, la bonne, qui est celle que vous a enseignée Mme Pellix. Et puis alors, les deux tripotouillés que moi, je vous ai apportés. L'intragroupe et l'intergroupe. Donc, c'est vraiment trois choses différentes. Logique que ce soit trois choses différentes, puisqu'en fait, dans la vraie, la bonne, celle de Mme Pellix, vous avez un écart. Et dans les deux que j'ai prises, il y a un petit bout de l'écart et puis un grand bout de l'écart. Le petit bout plus le grand bout égale l'écart total. Donc, vous avez maintenant trois manières d'apprécier la variance. Bien. Comme vous avez ça, vous allez évidemment faire des comparaisons. Et pour faire des comparaisons, ben, vous allez devoir utiliser la machine à comparer les variances. Et c'est le test F de Snedeker. Maintenant, donc, je peux regarder ma dia numéro 100 sur laquelle, pour l'instant, est juste écrit F égale. Suspense, j'appuie sur le bouton. Et je vois qu'il y a quelque chose qui apparaît là. F égale estimation de variance potentiellement influencée par des différences de moyenne de groupe. Je réappuie vite fait sur le bouton, je vois une barre de fraction logique puisque le F est un rapport. Je réappuie sur le bouton et je vois en dessous de la barre de fraction estimation de variance non influençable par des différences de moyenne de groupe. Bon, pas compliqué, hein. Pour trouver l'estimation de variance qui correspond au petit bout d'écart, l'estimation de variance qui correspond au grand bout d'écart. Et la vraie, la bonne, celle que votre machine à calculer et que Mme Brady vous a enseigné, elle est pas là. J'oublie. Je ne vais utiliser que les deux, hein, que je vous ai appris à prendre en considération de manière un peu perverse par rapport à la simple variance indice d'estimation. Donc, l'analyse de variance va me conduire à comparer l'estimation de variance potentiellement influençable par des différences de moyenne à l'estimation de variance qui ne peut pas être influencée par les différences de moyenne. Vous avez retenu qu'en bas, c'est celle avec les écarts intragroupes, et en haut, c'est celle avec les écarts entre moyenne de groupe et moyenne de groupe total. Vous avez vu que quand je fais souffler le vent pour écarter les groupes, celle d'en haut gonfle. Vous avez vu que quand je fais souffler le vent pour se rapprocher du groupe, celle d'en haut dégonfle. Et celle d'en bas, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est toujours la même. Elle ne bouge pas. Et donc, je vais comparer quelque chose qui, potentiellement, c'est bien ce qui est marqué, est influencé par des différences de groupe, à quelque chose qui ne peut en aucun cas être influençable. J'appuie sur le bouton, et un adjectif apparaît, systématique. Alors, ce mot s'applique au numérateur de la formule, systématique. Oui, en fait, ce qui est là en l'air,
c'est une estimation de la variabilité systématique. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ce systématique? Parce que, en fait, je fais tout ça pourquoi? Pour arriver à comparer des groupes, et pour arriver à comparer des groupes dans le contexte probablement d'une expérience. Une expérience où sans doute j'ai manipulé des variables indépendantes. Et j'espère que, j'escompte que, je veux que, je désire que, cette manipulation soit à l'origine de différences systématiques. Par contre, les variations qu'il y a à l'intérieur des groupes, ça je suppose que ce sont des variations qui ne sont dues qu'à des fluctuations aléatoires liées à l'échantillonnage. Aléatoire, oui, voilà, j'ai dit le mot aléatoire, hasard. Donc j'attends qu'au-dessus, ce soit une variabilité de nature systématique, et qu'en dessous, ce soit une variabilité de nature aléatoire. Je réappuie sur le bouton, et par magie, le mot aléatoire arrive en dessous de systématique. Et donc, de manière générale, chaque fois qu'on va faire un F de ces deux corps, dans le contexte de l'analyse de variance, on va toujours comparer une estimation de variance escomptée systématique à une estimation de variance connue pour ne pouvoir être que aléatoire. Ici, ça a beaucoup d'importance, parce que je suis dans le modèle simple de l'analyse de variance de base, et il n'y aura jamais que deux estimations de variance. Donc, ce n'est pas très utile que je vous dise ça. Par contre, lorsqu'on va complexifier le modèle, ça serait intéressant de se rebrancher ici, de se rappeler que, quand on va faire des tests F de ces deux corps différents les uns des autres, quand on complexifiera le modèle, en fait, tous les tests F auront pour caractéristique de comparer au-dessus quelque chose de systématique, escompté tel, en dessous quelque chose d'aléatoire, connu pour être tel. J'appuie sur le bouton, et apparaît l'analyse de variance calculée. Oui, parce qu'au fond, on a fini. On est au bout. Le F de ces deux corps, soit qui va être significatif. Et si le F de ces deux corps est significatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'estimation de variance du haut est significativement différente de l'estimation de variance du bas. Si l'estimation de variance influençable est différente de l'estimation de variance non influençable, alors ça veut dire qu'il y a des différences de moyenne. Par contre, si le F de ces deux corps n'est pas significatif, ça veut dire que l'estimation de variance qui serait influençable par des différences de moyenne est égale à celle qui ne peut pas être influencée, et si elles sont égales toutes les deux, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence de moyenne. Donc, si mon test F de ces deux corps est significatif, ça veut dire qu'il y a des différences de moyenne. Si mon test F de ces deux corps n'est pas significatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence de moyenne. Et basta. Je suis au bout. J'ai la conclusion que je voulais. Et donc là, le processus d'analyse de variance me délivre l'information que j'attends. Il y a ou il n'y a pas de différence significative entre les moyennes. Ici, j'ai fait un exemple avec 3 groupes. J'aurais pu prendre un exemple avec 2835 groupes. Ça aurait été exactement la même chose. Mais, bien sûr, ce que ça va me donner comme information, c'est toujours, est-ce que de manière générale dans l'ensemble, il y a des différences de moyenne? Eh bien, est-ce qu'il n'y en a pas? Et donc, si j'ai, par exemple, comme ici 3 groupes, et que je vois que le test F de ces deux corps est significatif, ça veut dire, bon ben voilà, il y a des différences dans l'ensemble. Ça veut peut-être dire que le premier groupe est différent du deuxième, qui est différent du troisième. Ça veut peut-être dire que le premier groupe et le deuxième groupe ne sont pas différents, mais que tous les deux sont différents du troisième. Ça veut peut-être dire que le premier groupe et le troisième ne sont pas différents, mais que tous les deux sont différents du deuxième. Et donc c'est là, je vous disais la fois passée, la notion une issue des issues dont vous vous délectez, dont vous appréciez les charmes lorsque vous faites un test de student, ici, c'est fini. Ça n'a plus lieu d'être. Parce que quand vous faites un test de student, il y a que deux groupes. Donc, soit vous partez avec l'idée, l'hypothèse nulle a pour rival l'hypothèse que le groupe 1 est plus grand que le groupe 2, ou pour rival l'hypothèse que le groupe 2 est plus grand que le groupe 1, ben c'est tout. Les deux possibilités. Ici, il y en a plein. Et donc la notion issue des issues n'a plus de sens. Donc on ne va jamais pouvoir aller plus loin que dire dans l'ensemble il y a des différences, ou il n'y en a pas. Bon, maintenant, si on a envie quand même de savoir s'il y a des différences entre les groupes 2 à 2, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire ce qu'on sait faire.
On va revenir à un T de student entre le groupe 1 et le groupe 2, entre le groupe 2 et le groupe 3, entre le groupe 1 et le groupe 3. Mais, pour des raisons que je ne vous explique pas parce qu'on en aurait jusqu'à minuit, ça, il ne faut pas le faire avant d'avoir fait une analyse de variance. Donc vous faites votre analyse de variance simple, et votre analyse de variance simple vous dit, il y a des différences. Alors ok, vous êtes autorisé à les localiser avec des T de student. L'analyse de variance vous dit, il n'y a pas de différence dans l'ensemble, vous n'allez pas évidemment chercher à savoir où elles sont localisées, puisqu'on vous a dit qu'il n'y en avait pas. Mais c'est comme ça qu'il faut le faire, parce que si vous ne faites pas comme ça, par exemple, si vous sautez l'étape d'analyse de variance, et vous vous dites, après tout, avec le state de student, je suis bien tranquille, j'ai trois groupes, un T, un 2, un T, un 3, un T, 2, 3, là, si vous faites ça, vous risquez en fait de modifier la donne en ce qui concerne la gestion de vos erreurs de type 1 et de type 2. Donc, il ne faut se livrer à ces analyses 2 par 2 que si en quelque sorte l'analyse de variance globale a donné la permission de le faire. Bon, voilà moi tout ce que je peux vous dire à propos, 1, du principe général d'analyse de variance, et 2, de la procédure particulière, analyse de variance simple. Et vous comprenez que l'un et l'autre, c'est la même chose. On a inventé l'analyse de variance simple, on ne s'est pas tout à fait rendu compte tout de suite que à partir de ça, on pouvait faire des choses, et quand on s'en est rendu compte, on a complexifié, et puis on a compris que la technique analyse de variance simple, c'était beaucoup plus qu'une technique, en fait, c'est un modèle générateur de variance. Donc, puisque l'analyse de variance simple, c'est à la fois une petite technique gentille et à la fois un modèle, c'est impossible de vous présenter les deux séparément. Donc, c'est deux choses que je fais, à la fois vous informer à propos d'une technique, et à la fois vous dire que cette technique est tout à fait capitale, parce qu'en partant d'elle, on va fabriquer d'autres techniques. C'est donc plus qu'une technique, c'est un modèle, c'est le modèle de l'analyse de variance. Est-ce que jusqu'ici, nous avons des questions à Charleroi ou bien à Mons? C'est le moment où Mons est particulièrement silencieux. Charleroi, j'ai baissé le son, donc je ne sais pas trop. Non, pas de question. Pas de question. Ah, j'en ai une question. Oui. Ok. Donc, ce qu'on me demande, c'est de réexpliquer en gros la séparation entre les deux écarts. Donc, c'est comme ça que tu as posé ta question. Bon. Donc, vous vous rappelez que si j'adopte le point de vue global, le point de vue du groupe total, je prends une donnée. En fait, pour appliquer mon calcul de variance, je vais aller depuis cette donnée jusqu'à la moyenne du groupe total. Si je prends l'autre point de vue, je vais depuis la moyenne du groupe de cette donnée. J'ai vu que l'écart entre cette donnée et la moyenne du groupe total, il varie si je fais varier les positions respectives des groupes. Donc je me dis, chouette, alors, cet écart est indicateur de différence de moyenne. En dessous, l'écart entre la donnée et la moyenne du groupe, j'ai vu qu'il était invariant. Il ne bouge pas si je fais bouger les groupes les uns par rapport aux autres. Donc en première analyse, je suis tout content, je fais une copie, parce que j'ai un écart que je vais pouvoir utiliser pour fonder une estimation de variance, l'écart entre la donnée et la moyenne du groupe total, et j'ai un autre écart que je vais pouvoir utiliser pour fonder une autre estimation de variance entre la donnée et la moyenne de son groupe. Le premier écart est sensible aux différences de moyenne, le deuxième écart ne l'est pas. J'ai donc un écart sensible et un écart insensible. Ça, c'est bien. Mais vient à ce moment-là une réflexion. Attention, l'écart entre la donnée et la moyenne du groupe total, en fait, il contient en lui l'autre écart, qui est l'écart entre la donnée et la moyenne de son groupe. Et ça, c'est embêtant, parce que l'écart du haut, dans les dessins, inclut l'écart du bas. L'écart du haut contient l'écart du bas. Et donc, ces deux écarts ne sont pas indépendants l'un de l'autre. Maintenant, vous savez qu'on va utiliser le test Gauss-Snedeker. Vous vous rappelez, je suppose, qu'on vous a dit que les conditions d'application de Gauss-Snedeker, c'est qu'il peut permettre de comparer les estimations de variance de deux échantillons
indépendants. Et si j'utilise une variance qui est calculée avec des écarts, et une autre variance calculée avec des écarts qui contiennent une partie de ces écarts, alors mes deux estimations de variance, elles vont pas être indépendantes. Et donc je ne peux pas garder le premier écart là le grand, parce qu'il n'est pas indépendant du petit. Donc pour ça, je ne vais pas prendre le grand écart, je vais seulement prendre du grand écart le morceau qui n'est pas pris en compte par le petit. Et donc, si je pars de ma petite donnée à l'extrême gauche, là, je me déplace tout doucement jusqu'à la moyenne de groupe auquel est appartient. Je dis que ça, c'est un écart. Et puis là, je suis sur la moyenne du groupe. Eh bien, je me déplace jusqu'à la moyenne du groupe total. Mais là, ça ne va pas, parce que quoi, vous voyez encore, là, je ne vois pas, ce qui est une manière de recapter leur attention, parce qu'ils se disent, oh, parce qu'il va faire ça. Donc, deux écarts différents, et je répète, c'est lié à la notion d'additivité, puisque si je prends un écart et que je l'ajoute à l'autre, je retrouve l'écart complet. Tandis que dans la situation d'avant, si je prends un écart et que je l'ajoute à l'autre, alors là j'ai quelque chose de plus grand que l'écart complet. Ça s'en va. Donc, en faisant de la sorte, je vais pouvoir avoir deux estimations de variance indépendantes l'une de l'autre, puisque l'écart entre moyenne de groupe et moyenne du groupe total est totalement indépendant de l'écart entre données et moyenne du groupe. Ça va? Oui. Donc, madame me dit qu'elle a un autre souci et me demande de revenir à la dia d'avant. Celle-là, la numéro 100 pour moi. Parce que vous dites potentiellement influencé et ça veut dire que c'est systématique. Moi, ce serait aléatoire. Ok, donc on a un problème de vocabulaire sur les deux. Hein. Donc, ce qui perturbe madame, c'est qu'au-dessus, il est écrit potentiellement influencé, et en fait, cet adverbe lui fait penser à quelque chose qui est variable et pas trop contrôlé. Non, c'est pas comme ça qu'il faut l'entendre. Si c'est influencé, c'est qu'il se passe quoi? Si c'est influencé, c'est qu'il se passe quelque chose qui est de l'ordre d'une variation systématique. Et donc, quand on dit potentiellement influençable, ça veut dire que ça va être sûrement influencé, à la condition qu'il y ait un effet systématique. C'est ça. Et donc, si vous voulez, on peut le dire autrement. On peut dire potentiellement variable. Et après, on poserait la question, oui, mais potentiellement variable, ça veut dire que ça peut varier, mais que ça ne varie pas? Ah oui, bien sûr. Ça va varier s'il y a une cause systématique. Et ça ne va pas varier s'il n'y en a pas. D'accord? Donc, en fait, si vous voulez, on peut dire encore les choses autrement. Au lieu de potentiellement influencé par des différences de moyenne de groupe, on peut dire sensible aux différences de moyenne de groupe. Et en dessous, on peut dire, au lieu de non influençable, on peut dire insensible aux différences de moyenne de groupe. Donc on a au-dessus quelque chose qui subit les conséquences de différences de moyenne, et en dessous quelque chose qui ne peut pas subir les conséquences de différences de moyenne. Pourquoi je dis que c'est aléatoire si ça ne peut pas subir? Je répète pour que ça soit entendre. Pourquoi je dis que c'est aléatoire? Eh bien parce que comment expliquer qu'il reste de la variabilité en bas? La seule manière de l'expliquer, c'est que la variabilité soit une variabilité qui provient des fluctuations dues à l'échantillonnage. Et donc c'est une variabilité qui est une variabilité de nature aléatoire. Alors que la variabilité du dessus, si elle existe, est une variabilité de nature systématique. Ouais. Ouais. Bien. Question? Charleroi, question? Non. Non? Bon. Donc moi, j'ai fini mon explication. J'ai fini ma journée, je m'en vais. Non, je vous sens angoissé parce que je vous ai raconté l'analyse de variance sans un seul chiffre, sans un seul nombre, disons de manière un petit peu plus rigoureuse. Donc maintenant,
je vais vous raconter la même chose, mais avec des notes. Et donc, je passe à la dia numéro, je ne sais pas combien, 101.